Bonjour mes amis, nous sommes mercredi, alors bienvenue à nouveau. Si vous remarquez quelques changements autour de cette vidéo, ce n'était pas que l'apparence, les sujets, tout le reste est exactement pareil. Nous améliorons simplement la qualité, de rien. Nous commençons par l'économie russe, puis les actualités internationales et terminons par les lignes de front, comme toujours dans chaque vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir combien la Russie dépense pour la guerre en une semaine ou en une journée. Un mot sur les priorités de la Russie de Poutine. Au cours des 3 prochaines années, l'État allouera 110 milliards de roubles à la construction d'écoles, 160 milliards de roubles à la rénovation des logements, et 380 milliards de roubles pour une semaine de guerre. 380 milliards de roubles. Alors combien? C'est-à-dire, un jour de guerre, j'ai fait ce calcul en dollars américains. C'est environ 500 à 650 millions de dollars américains par jour. C'est ce que la Russie dépense pour cette guerre. Bientôt, l'État n'aura plus du tout besoin de réparation d'écoles ou d'hôpitaux. Les citoyens ne devraient rien savoir d'autre que des connaissances militaires et, idéalement, être affectés à une unité militaire dès l'âge de 5 ou 6 ans. Quiconque pense différemment sera déclaré espion étranger et ennemi de la grande patrie. Parler de combien la Russie dépense, eh bien, voyons d'où ils tirent tout l'argent et s'ils obtiennent vraiment cet argent, car ce chiffre a aussi beaucoup baissé. Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie vont atteindre leur niveau le plus bas depuis 2020. Le budget pendant la pandémie prévoit 100 milliards de dollars de taxes, soit 22% de moins qu'en 2024. La baisse des prix du carburant et le renforcement du rouble frappent durement. Moscou va accroître ses dépenses militaires trop banales pour la guerre en Ukraine. Hausser la taxe sur la valeur ajoutée, emprunter plus pour le déficit. Et dans ce contexte, je vais enchaîner avec la récente attaque contre une raffinerie de pétrole russe, comme on dit, une raffinerie de pétrole russe. Une pomme par jour éloigne le médecin, ou dans ce cas, éloigne l'invasion. Il faut frapper une raffinerie par jour. Et celle-ci, le 1er octobre en fait, cette nuit, je veux dire la nuit dernière, pendant qu'on dormait, cela s'est produit. Raffinerie de pétrole à Iaroslavl en Russie. L'administration de Sydney organise une formation pour le ministère des situations d'urgence. Eh bien, il faut s'entraîner un peu avant qu'il ne frappe, pas en même temps ou après que la frappe ait eu lieu. Quelqu'un devrait leur dire ça. Vous pouvez voir une belle colonne de fumée à la raffinerie de pétrole A aujourd'hui. J'espère que ça égaye votre journée. Regardons simplement cela sous un autre angle. Aussi juste parce que on le peut, car beaucoup de Russes filment ces colonnes de fumée de la liberté. Je veux vous parler un peu de Iaroslavl, la raffinerie de pétrole située près de la ville de Iaroslavl. Juste ici, je vais dézoomer un peu pour vous, afin que vous sachiez où nous sommes. C'est au nord de Moscou, à environ 600 km de la frontière ukrainienne. Et je pense que Iaroslavl est même plus proche de l'Estonie, où je me trouve actuellement, que de la frontière ukrainienne. Ce qui est très, très intéressant à propos de cette ville, c'est qu'elle est antérieure à Moscou, elle est de plus ancienne que Moscou. Et il est très important que je vous lise une partie très précise de son histoire. Histoire de Iaroslavl. D'après ses premières données de fondation, Iaroslavl est la plus ancienne de toutes les villes existantes sur la Volga. Iaroslavl a été fondée par un Iaroslavl le Sage, un prince de la Rousse de Kiev. Il est étrange que cette ville, aujourd'hui au nord de Moscou, ait été fondée par un prince de Kiev. La capitale de la Russe était Kiev. Pendant la période de son règne, la principauté de Rostov, de 988 à l'année 2010, cela précède Moscou. À cette époque, Moscou n'était qu'un village de pêcheurs, lorsqu'il a mis pied à terre pour la première fois près de la zone aujourd'hui connue sous le nom de Strelka. Donc, comme des raffineries de pétrole sont touchées chaque jour, parce qu'une raffinerie de pétrole par jour révèle la guerre, les Russes tentaient maintenant de trouver des moyens de les défendre. Et la défense aérienne, les missiles, les équipes de défense aérienne ne sont pas une des solutions parce qu'il y a tellement de raffineries de pétrole. La Russie est tellement vaste qu'il est presque impossible de défendre en permanence toutes les zones avec des capacités de défense aérienne. Alors, ils installent des grillages en acier. Vous savez, les constructions utilisent ces mêmes choses, ils les installent autour des raffineries de pétrole pour les protéger. C'est certainement une façon de faire, même si cela doit être assez coûteux. Et j'aimerais vraiment être le propriétaire de ce grillage en acier, parce que d'habitude, sur les chantiers, ils loanent ce grillage pour la durée des travaux.
Donc si j'étais le propriétaire de l'entreprise qui loue cela à l'État russe pour protéger ses raffineries, je gagnerais beaucoup d'argent actuellement. Tant mieux pour ce gars-là. Bref, le fait est que les drones ukrainiens contiennent des explosifs suffisamment puissants à l'intérieur. Et comme on peut le voir, le treillis en acier se trouve à environ 1 à 2 mètres de l'installation proprement dite. Donc si un drone frappe cette couche extérieure, je veux dire, si c'est une explosion dirigée, elle pénétrera quand même dans cette zone. Cela offrira une certaine protection, mais cela ne résoudra certainement pas le problème. Regardons à nouveau quelques statistiques, juste pour examiner le problème des dépenses russes et du désastre économique russe sous un autre angle. La Russie risque une crise économique profonde en raison des frappes systématiques de l'Ukraine sur les raffineries de pétrole. Selon Rostad, la Russie a traité environ 55 millions de barils de pétrole par jour en 2024. À l'automne 2025, les frappes avaient perturbé environ 17% de cette capacité. Dans la partie européenne du pays, les prix de l'essence ont augmenté de 15% et un rationnement de la consommation est en discussion. Les exportations de pétrole, principale source de revenus, ont diminué d'environ 1 million de barils par jour, impactant l'économie nationale et les marchés mondiaux. Les stratégies de Kiev cherchent à faire du secteur énergétique russe une faiblesse, sapant la capacité du Kremlin et de Poutine à poursuivre la guerre. Cela repose sur le marché pétrolier russe, sur la capacité de la Russie à extraire du pétrole, à le raffiner puis à le vendre à l'étranger. Si vous retirez cela, vous retirez à Poutine la capacité d'envahir qui que ce soit. Juste pour vous illustrer à quel point la situation est grave. Parce que lorsque je dis que 15% de la capacité de raffinage du pétrole a été détruite, cela ne vous donne peut-être pas une idée précise. Je vais laisser les Russes eux-mêmes en parler. Voici le Moscow Times, et il le rapporte, je cite, « La situation est critique. La Russie se prépare à acheter de l'essence à l'étranger en raison d'une pénurie. » Vous pourriez demander, comment la plus grande station-service du monde, c'est-à-dire la Russie, en vient-elle à acheter de l'essence à l'étranger ? Je veux dire, ils produisent ce genre de choses. Le fait était que certaines raffineries le fonctionnent. 80% des raffineries sont opérationnelles, mais les chaînes d'approvisionnement sont déjà établies. Et si vous mettez hors service certaines raffineries, alors les régions qui s'approvisionnaient en carburant auprès de ces raffineries se retrouvent maintenant sans carburant. Rediriger le carburant depuis d'autres raffineries, tout cela prend du temps. Cela met à rude épreuve la chaîne logistique. Il n'y a pas assez de camions, il n'y a pas assez de trains, les routes sont encombrées. Il y a 1 million de problèmes logistiques pour transférer la chaîne logistique d'une raffinerie à une autre. Dans certains cas, il est plus facile d'importer de l'essence des pays voisins. Disons qu'il y a une pénurie d'essence dans le sud de la Russie. Il pourrait alors maintenant obtenir cette essence d'une autre raffinerie, disons au nord de la Russie. Mais il serait plus rapide et plus facile d'acheter cette essence à la Turquie, à l'Azerbaïdjan, à la Géorgie ou à tout autre pays prêt à la vendre et plus proche de cette oblast spécifique. Donc peu importe que la Russie entre dans l'ensemble, raffine encore assez d'essence. C'est une question de logistique dans un pays aussi vaste que la Russie. Il pourrait simplement être plus efficace d'importer de l'essence, ce qui est un fait très étrange que la Russie se prépare à faire cela. Bien sûr, lorsque l'essence est une marchandise rare, on revient aux années 90. Si vous l'ignorez, les années 90. En ex-Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie a aussi traversé une période très sombre et agitée. Tout était volé, tout le monde l'était. Tout avait un prix, même la vie humaine, un prix très bas. Aujourd'hui, la Russie revient à cette époque. Il y a des coupons pour acheter de l'essence. Et dans cette vidéo qui nous vient de Yalta en Crimée, on peut voir un gars en train de siphonner de l'essence d'une voiture qui semble être une Lada. Neva. Vous voyez, cela n'était pas arrivé en Russie depuis 20 ans car l'essence était bon marché et facilement disponible. C'était le cas en Union soviétique, et cela revient. Les Russes souhaitaient vraiment le retour de l'Union soviétique. Eh bien, voilà, siphonner l'essence de la voiture de quelqu'un, la voler. Vous vous demandez peut-être, Yalta, où ai-je déjà entendu ce nom ? Oui, la conférence de Yalta. Vous vous souvenez de cette conférence ? Enfin, vous ne pouvez pas vous en souvenir, vous n'étiez pas encore né à cette époque ? Si c'est le cas, félicitations, mon gars. Mais la conférence de Yalta, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était en février 1945.
Ici, sur cette photo, vous pouvez voir Staline, Roosevelt et Churchill se réunir pour discuter de l'Europe et du monde d'après-guerre. Parce qu'ils savaient que dans quelques mois, l'Allemagne serait vaincue. Cette conférence a eu lieu à Yalta, en Crimée. L'un des objectifs de cette conférence était de donner l'autodétermination aux peuples libérés d'Europe, principalement dans le but de discuter du rétablissement des nations de l'Europe dévastées par la guerre. C'est ce qui est arrivé à la France, c'est ce qui est arrivé à l'Allemagne, mais pas à la Pologne, pas aux pays baltes, pas aux 11% du territoire finlandais que les Russes, les Soviétiques ont occupé. Nous nous sommes sentis trahis par cette conférence, donc que ce soit les Polonais, les Baltes et Ukraine ou la Finlande, nous nous sommes sentis oubliés, trahis, négligés. Voilà ce morceau d'histoire. C'est la même Yalta où ce citoyen siphonnait de l'essence d'une Lada Neva fabriquée en Russie, selon les journaux russes. The Moscow Times nous offre un autre excellent titre qui illustre la situation en Russie. J'adore toujours quand les Russes commencent à dire la vérité. Ça veut dire quelque chose. La situation doit être vraiment horrible. Le chef de l'Union des oligarques a déclaré que l'économie russe commence à connaître une contraction incontrôlable. Eh bien, l'Union des oligarques, en fait, c'est le chef de l'Union des plus grands producteurs et industriels russes, les entreprises valant des milliards de dollars. Certains propriétaires sont sur les listes Forbes, oui, on peut l'appeler l'Union des oligarques. Et j'aime la façon dont le chef de cette union le formule. Il me semble qu'il s'agisse d'un ralentissement ou d'un atterrissage en douceur contrôlée, ce n'est ni très doux ni très contrôlé. L'économie russe n'est pas maîtrisée, il n'y aura pas d'atterrissage en douceur, ce sera difficile. Plonger tête la première dans le bitume. Mais nous avons en fait une réponse du ministère russe de l'énergie. Ils ont officiellement communiqué sur le problème de l'essence. Avez-vous déjà vu des Russes vraiment discuter de problèmes et tenter de les résoudre ? Non, moi non plus, mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous expliquer. Le ministère de l'Énergie a annoncé que la crise du carburant sera résolue dans les prochains jours. Le ministère a trouvé une nouvelle raison. Préparez-vous, la pénurie d'essence est due aux fluctuations des prix sur le marché qui ont empêché un approvisionnement complet. Les autorités ont avancé diverses raisons pour la crise du carburant. Automobilistes, stockant trop, problèmes logistiques, réparation de raffineries et pêcheurs utilisant des groupes électrogènes diesel. Ces fichus pêcheurs qui prennent tout notre diesel, mince alors. Eh bien, c'est la position officielle du ministère russe de l'énergie. Aucune mention des sanctions ukrainiennes sous forme de drones. Mais pour conclure la partie sur l'économie russe de cette vidéo, comment la Russie gère-t-elle le manque de budget ? Nous parlons de dizaines de milliards de dollars de déficit. Eh bien, la plus grande dépense, bien sûr, c'est la guerre, l'armée, et une très grande partie de cette dépense concerne les paiements. Des paiements uniques aux soldats, des paiements uniques aux familles des soldats décédés. Alors, comment réduire ce chiffre ? Eh bien, selon le Moscow Times, le plus grand crématorium du continent européen ouvre en Russie. Sur fond de pertes humaines, record dans la guerre en Ukraine depuis la Seconde Guerre mondiale, 207 millions de roubles ont déjà été dépensés pour le projet. C'est prévu d'installer 6 fours tchèques tabous. Il y en aura 20 au total. Chacun de ces fours pourra assurer jusqu'à 240 crémations par jour. Donc, si vous incinérez un soldat décédé, il sera déclaré comme disparu au combat, et non pas décédé au combat. Cela signifie que vous n'avez pas à verser une grosse somme d'argent à la famille en une seule fois. Pas de Lada, pas de sac de pommes de terre, rien du tout. Le gaz n'est porté disparu, pas tué au combat. Ça change tout. Cela signifie que les familles russes, qui ont perdu leur mari, père, frère et fils, ne recevront pas ce paiement unique, ce qui permet au gouvernement russe d'économiser plus d'argent à dépenser pour les armes. Alors comment règlent-ils le problème des gros paiements ? Ils ont l'intention de brûler les corps de leurs soldats. Ils ont disparu, pas morts au combat, juste disparus. Pouf. Slavokrini, mes amis. Nous sommes maintenant arrivés à la partie internationale de cette vidéo et je vais citer Keith Kellogg, l'envoyé spécial en Ukraine sous Donald Trump. Je ne cite pas vraiment Trump, Vance ou Kellogg, mais récemment je l'ai fait parce que depuis la semaine dernière, il y a une situation étrange. Trump, Kellogg et Vance disent la même chose. Habituellement, leurs communications sont désordonnées, mais maintenant elles sont alignées.
Et c'est un discours pro-ukrainien et une position anti-russe. On n'a jamais vu ça auparavant. Je cite. Je pense qu'au fond, Poutine se rend compte qu'il ne peut pas obtenir la victoire. Fin de citation. C'est ce qu'a dit Kellogg. Kellogg a également soutenu l'idée d'abattre les avions ou drones russes s'ils violent l'espace aérien de l'OTAN. Le problème, c'est l'abattage des avions russes. Les drones, on le fait souvent, mais pour les avions, c'est différent. La Russie cherche aussi toujours à provoquer l'OTAN, à obtenir une sorte de réaction de la part de l'OTAN. Parce que chaque réaction de l'OTAN qui nuit à la Russie, c'est bien, ça montre de la force, mais cela unifie aussi le peuple russe derrière Vladimir Poutine. On le voit avec les sanctions. Plus l'économie russe souffre, et elle souffre beaucoup, elle saigne, plus le peuple russe s'unit derrière Vladimir Poutine. Ceci a un double effet. Si vous voulez nuire à la Russie, c'est ainsi. On ne peut pas vraiment le changer. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les pays de l'OTAN sont très prudents et prennent consciemment des mesures très réfléchies. Vous savez, si l'Estonie abattait un avion russe demain, c'est bien parce que nous montrons notre force, nous montrons les lignes rouges. C'est mauvais parce que cela unit vraiment tout le monde en Russie derrière Vladimir Poutine. Parce qu'ensuite, cela sera utilisé en Russie dans la propagande interne. Comme si nous avions attaqué leurs forces aériennes, ils vont le présenter ainsi, peu importe la vérité. Donc c'est toujours un scénario à double sens. Il faut être prêt à ça. Si tu là-bas, accepte que tu vas provoquer quelque chose. Des millions de Russes soutiennent Vladimir Poutine, qui auparavant n'y pensaient pas ou se sentaient récemment très apolitiques. L'une des plus grandes annonces de la séquence de la semaine dernière venait du vice-président John David Vance, qui a rapporté que Trump envisageait en fait d'envoyer ou de ne pas envoyer, vendre des missiles Tomahawk à l'Ukraine via l'Europe. À ce jour, seuls 3 pays détiennent des missiles Tomahawk, les États-Unis, l'Australie et le Japon. Ils sont efficaces, ils sont dangereux, ils ont une portée énorme et une ogive massive. Et l'Ukraine ne possède rien de comparable. Oui, ils ont le missile Flamingo, oui, ils ont les drones longue portée, mais ils ne sont pas à la hauteur des capacités du missile Tomahawk. Je vais regarder une vidéo d'1 minute pour découvrir les capacités du Tomahawk. Voilà le souci ici, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est quelque chose que l'Ukraine ne peut pas avoir. Le système de guidage combine toutes ces capacités. L'Ukraine dépend vraiment des États-Unis, de leurs satellites, de leurs renseignements de Starlink, lorsqu'ils guident les drones et missiles longue portée. Ce Tomahawk, je veux dire, il dépend du système de positionnement global, il scanne aussi le sol en temps réel, il peut changer de cible en temps réel, il peut simplement rester en vol stationnaire dans les airs s'il y a besoin de changer de cible. En direct. Il peut faire tout ça, ce qui veut dire qu'il est à des années-lumière de tout ce que l'Ukraine peut faire. Ils dépendent des États-Unis et de ce que ceux-ci acceptent de leur fournir. Avec Tomahawk, ce serait différent. Tu vois, oui, l'Ukraine peut développer le missile Flamingo, et ils le font, et j'en suis vraiment content. C'est une arme excellente et très rentable. Mais il y a certaines capacités que l'Ukraine ne pourra jamais avoir parce qu'elle ne possède pas les satellites dans l'espace, et certaines informations ne sont pas transmises à l'Ukraine par les États-Unis. Si c'était le cas, Flamingo serait aussi bon que Tomahawk, mais ce n'est pas le cas. Je n'arrive pas à croire que je fais ça, mais je vais regarder un extrait de Donald Trump en train de parler, parce que la semaine dernière, il a durci sa position face à la Russie, ce que j'apprécie. D'habitude, il devient aussitôt plus anti-Ukraine. Mais cette fois, Donald Trump a adopté cette position. Vance a fait de même, Keith Kellogg aussi, ce qui signifie que ces 3 personnes sont alignées dans leur communication. Je me sens à l'aise de le faire.
Dmitri Medvedev, en juillet, a de nouveau publié l'une de ses diatribes et menace contre les États-Unis, rappelant que la Russie est une puissance nucléaire. Nous nous préparons à vous renvoyer à l'âge de pierre. Pour une raison quelconque, Trump a répondu à cette menace précise par ce discours. Je suis content qu'il l'ait fait, mais j'aimerais que ce soit toujours la position à adopter quand quelqu'un vous menace. Non, 2 ans plus tard. Bitt s'est senti menacé par la Russie récemment et j'ai envoyé un sous-marin nucléaire, l'arme la plus létale jamais créée. J'ai annoncé cela, vous savez, en réponse à sa mention du nucléaire. Et c'était vraiment une personne stupide qui travaille pour lui qui a prononcé le mot nucléaire. J'ai déplacé un sous-marin ou 2, je ne dirai rien sur les 2, vers la côte de la Russie, juste par précaution. C'est comme ça qu'on communique. Tu portes un gros bâton et tu supplies, mais tu parles doucement. C'est comme ça qu'il faut faire avec la Russie, et je ne sais pas si Donald Trump va finir par comprendre, ou s'il en a juste assez de Poutine, ou quelles que soient ses motivations. Nul ne sait vraiment. Il agit impulsivement, mais c'est ainsi. Peut-être est-ce une coïncidence qu'il adopte maintenant la vraie manière de communiquer avec la Russie. Il pourrait changer d'avis demain, mais c'est la façon de faire. Tu portes un énorme bâton de sous-marin nucléaire sur la côte russe, et ensuite tu leur parles. En continuant avec les actualités internationales, ici vous pouvez voir des hommes se promener autour de ce qui semble être un drone marin de surface sans équipage ukrainien. Magura V5, véhicule de surface sans équipage SO. Ces hommes sont des pêcheurs turcs. Ils l'ont sorti de l'eau et maintenant ils l'examinent. Nous savons déjà que la Russie a récupéré un de ces drones. Désormais, des pêcheurs turcs en ont trouvé un autre. 2 de ces engins ont été perdus intacts, sans dommage. Donc celui-ci sera évidemment remis au gouvernement turc. Mais la Turquie, l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde, ils ont de bonnes armes, ils ont des armes très high-tech. Ils vont sûrement l'analyser, faire de l'ingénierie inverse et tenter de créer leur propre technologie. Je pense qu'ils ont déjà quelque chose, mais on peut apprendre de ces technologies ukrainiennes. Ce que je conseillerais aux Ukrainiens, c'est de développer une technologie d'autodestruction. Si la connexion est perdue avec l'un de ces drones, il devrait exploser. Et je vais terminer la partie internationale de cette vidéo avec les élections en Moldavie, car elles se sont terminées dimanche, il y a 3 jours. Maintenant, nous connaissons tous les résultats et c'est le parti pro-Union européenne qui a remporté la majorité. Voici le résultat des élections. 50,2% des voix sont allées au parti Action et Solidarité. Le parti Action et Solidarité, c'est le parti de la présidente Maia Sandu. Ils sont pro-Union européenne, pro-démocratie, pro-liberté, pour toutes sortes de belles valeurs. Même le bloc électoral patriotique pro-russe et anti-OTAN a obtenu 24,18% des voix. C'est une énorme défaite pour Poutine, car le gouvernement russe a injecté un demi-milliard de dollars en Moldavie pour tenter d'influencer le résultat de ces élections par tous les moyens possibles. Et malgré tout, le peuple a fait connaître son choix. Le parti pro-Union européenne détient la majorité avec 50% sans besoin de coalition. S'ils choisissent d'en former une, ils peuvent craindre faire ce qu'ils veulent dans le pays. Maintenant, pour la partie en première ligne de cette vidéo, nous avons des groupes de sabotage qui opèrent à l'intérieur de la Russie. J'ai une vidéo à vous montrer. Cela s'est passé à 660 km en Russie. C'est fou. Cela a même été géolocalisé à partir de rien, simplement à partir de l'écorce d'un arbre. Je veux dire, ces gars qui géolocalisent ce genre de choses, ce sont des génies. Bref, Kour, avec le soutien de la résistance locale, fait exploser une voiture transportant un lieutenant-colonel russe à 660 km à l'intérieur de l'arrière russe. Ils ont posé un engin explosif improvisé sur la route et ont simplement attendu que ces voitures précisent quoique les Pchimmi soit à côté, puis ils ont appuyé sur le bouton. Et voilà, liberté exportée. Voici la première voiture qui passe, suivie de la seconde. Et quand la seconde est assez proche, ils appuient sans mais sur le bouton « Exporte avec la liberté » et éliminent continuellement le conducteur. Et le lieutenant-colonel, un officier de très haut rang. Ce qui est étrange, c'est que cela se passe en profondeur, au cœur de la zone arrière russe, à 600 km,
Pourtant, le direction principale du renseignement réalise ses attaques grâce à des groupes de sabotage. Cela vous montre quelque chose sur le contrôle du service fédéral de sécurité sur ses propres zones. Cela s'est produit le 27 septembre 2025. Et plus encore que la perte d'un lieutenant-colonel, c'est l'effet psychologique. Comme l'opération Araignée, nous avons déjà vécu cela. Désormais, chaque camion à la frontière russe sera contrôlé s'il transporte des drones ukrainiens. Si un lieutenant-colonel est tué en Russie par des groupes de sabotage, aucun officier supérieur russe ne peut se sentir en sécurité. Ils doivent utiliser des ressources pour leur sécurité, même à l'arrière. Il ne s'agit pas d'équipes de 1 à 3 hommes pour les défendre, mais de 5 personnes, avec éventuellement quelques véhicules pour chaque lieutenant, colonel et général. Cela détourne des millions, voire des dizaines de millions de dollars du front vers la défense des zones arrières. C'est donc un excellent moyen rentable de détourner à nouveau l'argent russe des armes et de l'obliger à être utilisé ailleurs, dans un endroit qui ne nuit pas à l'Ukraine. C'est la psychologie de la guerre. Au fait, qui diable a géolocalisé cette vidéo en se basant sur l'écorce de cet arbre? Ce champ à partir de ces 2 images. Comment pouvez-vous géolocaliser ça? Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a trouvé exactement où c'était. Je veux dire, allons à l'endroit précis. Les gens regardent l'arbre penché avec l'écorce, c'est comme ça me rappelle cet endroit en Russie. Oui, ça doit être celui-là. À côté de la Géorgie, un peu au nord de la Géorgie. C'est trop précis, mec. Si quelqu'un a fait ça, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cerveau, mais tu es un génie. Je vais terminer la partie frontale de cette vidéo avec Bakrovska. Tu vois, c'est toujours la situation à Bakrovska. 3 encerclements, les 2 derniers ne sont pas physiquement reliés, comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant. Le premier, c'est que les unités ukrainiennes se trouvent entre le premier et le deuxième encerclement, mais pas entre le deuxième et le troisième, ni entre le troisième et la principale armée russe. Ici, ces zones ne sont contrôlées que par des drones ukrainiens, et les Russes peuvent traverser ces zones s'ils le souhaitent. Non. De nombreux officiers ukrainiens disent que les Russes peuvent se déplacer et que nous attendons leur mouvement. Si c'est le cas, nous en détruisons environ 75 à 80%. Quelques-uns s'échapperont, mais la plupart seront éliminés. Je vais simplement citer un lieutenant-colonel de l'armée ukrainienne, cette fois Lemko, du 1er corps d'armée Azov au nord de Bakrovsk. Je cite. « Ils sont encerclés et nous attendrons qu'ils se rendent, se retirent, tout meurt. Cela signifie qu'Azov n'envoie pas ses unités d'assaut dans ces encerclements. Ils concentrent leur capacité à repousser la principale armée russe au nord de Bakrovsk, car ces encerclements nécessitent peu d'attention. Il manque d'eau, de nourriture, de soins médicaux et de munitions. Ce n'est qu'une question de temps. Soit ils meurent, soit ils se rendent, soit ils essaient de s'échapper, comme je l'ai déjà dit. Les drones ukrainiens s'occuperont rapidement d'eux. Alors laissez-les simplement. Bientôt, ils ne seront plus là. Merci d'avoir regardé, mes amis. Vous remarquez le nouveau style de ces vidéos, les sujets et les thèmes sont exactement les mêmes. C'est exactement la même vidéo, seulement avec une meilleure qualité. Alors, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous essayons d'améliorer la qualité et je continuerai à vous proposer ces 3 segments chaque lundi, mercredi et vendredi. Pour ma vidéo de vendredi, encore l'économie russe, l'actualité internationale et les fronts. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour être informé de mes nouvelles vidéos. Slavo Krinia et au revoir.